Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Aujourd'hui, retrouvez les moments forts de l'entretien entre Régis Le Sommier et Caroline Galacteros, notamment sur la position de la France dans le monde et notamment vis-à-vis de la Russie. Je vous souhaite un très bon visionnage. Mais cette époque, évidemment, est passionnante pour quelqu'un qui observe les mouvements géopolitiques. En même temps, c'est assez tragique et c'est même parfois comique aussi. Il y a des petits moments où on peut rire Oui. tellement ce qui arrive paraît Mmh. fou. Alors, pour moi, ce qui est en train de se passer, c'est vrai que Donald Trump, moi j'ai déjà l'impression qu'il est là depuis des mois Oui, et oui, des oui, c'est mois, fou, parce hein. qu'il y a une densité, il y a Mmh. une intensité de l'activité dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement diplomatique et Intérieur et tout, extérieur. Donc ça bouge très fort, le rythme est très très fort. Au plan géopolitique, moi ce que je vois, c'est un total contretemps, malheureux de mon point de vue, de l'Europe par rapport à ce qu'il est en train de mettre en place, d'amorcer, notamment à propos de l'Ukraine, mais pas seulement. Mmh. Et en tout cas, à propos de ce conflit, clairement, avec la partie russe. Mmh. Il est en train, en fait, de mon point de vue, de donner une armature, un sursaut occidental face à ce qui est un fiasco géopolitique pour les États-Unis. L'Ukraine n'étant que le dernier moment de ce fiasco, parce que pour moi, le fiasco, il a commencé il y a déjà plus de 20 ans, avec l'Irak, en fait, avec la fin vraiment de la période euphorique de Jours heureux. l'unipolarité, on va dire. Oui. Voilà. Mmh. Et donc, il y a eu cette lente dégringolade, ce lent enlisement, pour moi, du pôle occidental. Et en fait, Trump, ce qu'il est en train de faire, c'est de sauver l'Occident. Moi, je le vois comme ça. Mmh. Alors, comment, à quel rythme, avec quel risque, tout ça est encore dans les limbes partiellement, mais enfin quand même, il y a une volonté de changer de braquet clairement, de sortir d'une certaine manière de certains sables mouvants, dont l'Ukraine évidemment, et nous, face à ça, au lieu pour une fois, et c'est moi qui le dis, moi qui ne suis pas connue pour être quelqu'un de soumis ou qui a envie de suivre le char américain à tout prix comme bien d'autres, mais pour une fois, je trouve qu'on devrait s'accrocher à son char, si vous voulez, et profiter de cela parce que nous aurions tout à y gagner. Et pourtant, on fait exactement l'inverse. Voilà. C'est-à-dire que voilà un homme qui est en train de mettre en œuvre des pourparlers pour discuter de l'ensemble de l'équilibre stratégique mondial, au-delà de l'Europe, mais dont évidemment l'Europe aurait tout à gagner, parce que l'Europe, elle n'a pas bien compris, elle est quand même dans une situation stratégique et au plan de la simple sécurité très inquiétante depuis ce conflit. Et donc, au lieu de faire ça, nous, pendant qu'ils se préparent à faire la paix, on trouve tous les moyens pour expliquer que non, il ne s'agit pas de faire la paix, il s'agit en fait de poursuivre la guerre. Bon. Alors, il y a, à mon avis, il y a une... Enfin, je dirais qu'on est dans un mouvement de privatisation, en fait, de la question de la guerre, de la paix, de la sécurité, de la défense, privatisation politique au service d'intérêts politiques d'un certain nombre de chefs d'État européens, dont le nôtre. Bon. Et donc, on couvre tout ça d'un magnifique costume qui est celui de Rearm Europe, n'est-ce pas? Donc, on se sert de Trump, en fait, pour accélérer la fédéralisation européenne, clairement. Bon, ça, c'est le plan depuis longtemps, mais là, pour le coup, c'est l'opportunité. C'est l'opportunité. Et en même temps, on explique qu'on va sortir de l'insignifiance stratégique, et de la dépendance stratégique aux États-Unis, ce qui est un mensonge, by the way, et qu'on va devenir un acteur autonome et qu'on va donc pouvoir exister géopolitiquement tout seul contre les États-Unis et contre la Russie. C'est intelligent. Donc maintenant, on est juste au milieu et au lieu de saisir notre chance pour récupérer de la stabilité générale sur notre partie du continent
et de pouvoir aussi se projeter vers l'Eurasie, parce que c'est évident que géopolitiquement, c'est ce qu'il faudrait faire pour l'Europe. Eh bien non, on prend nos petites mains, nos petits bras, nos petits muscles, nos petites truelles, et on continue à essayer de faire monter le mur, d'expliquer que la Russie est une menace pour l'Europe et une menace pour la France. Ce qui est quand même... Oui. Enfin, c'est même pas abscon, c'est sans contenu. C'est juste des mots. Posture. Oui, c'est une posture, oui, mais le problème, c'est que nous, on vit de posture, on se nourrit de posture, nos politiques adorent ça, etc. Mais on est complètement à contre-temps, à contre-emploi, à contre-tout. Il y a tout un jeu interne, politique, européen, qui, selon que l'administration américaine va être capable de remettre au prix, si j'ose dire, pour parler familièrement, Londres en premier lieu, mais aussi les autres, va produire de la stabilité ou de l'instabilité, en tout cas la poursuite des combats. Parce que si on était tous en accord et si on était tous raccords les uns avec les autres et qu'on se disait, bon, c'est le moment de faire la paix, cherchons un accord optimal, réaliste, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même partir de la réalité. Faisons en sorte que l'Ukraine ne perde pas trop. Voilà. Mais là, on voit bien qu'il y a un loup. C'est-à-dire que l'Ukraine, je suis désolée, je le répète, je passe mon temps à le seriner, la sécurité de l'Ukraine, c'est sa neutralité. Elle était en sécurité tant qu'elle était neutre. Ça a commencé à se gâter pour elle quand elle n'a plus voulu être neutre et quand on s'est servi d'elle. Et maintenant, même les Américains le reconnaissent. Enfin, tout ça, c'est pas de la propagande russe, hein, c'est la banalité des faits. Hein. Quand on s'est servi d'elle pour aller continuer à taper et à poursuivre la politique de harcèlement, voilà, et la marche de l'OTAN contre la Russie vers l'Est. Bon. Donc l'Ukraine, il faut revenir à sa neutralité, il faut en finir avec l'utopie otanienne. Et si on était capable de faire ça, en fait, tout le monde serait, en termes de sécurité, véritablement bénéficiaire. À la fois les États-Unis, à la fois l'Europe et à la fois la Russie. Mais comme on vit dans un monde parallèle, on vit dans un monde où on crée des menaces, on crée un ennemi, on le renforce, on le nourrit, on l'insulte, on passe notre vie à essayer de rendre plus compliqué des choses qui pourraient être en fait assez simples. Et ensuite, on est dans un déni par rapport à la réalité de ce conflit que vous avez évoqué, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître que c'est un fiasco, en fait, ce qu'on a fait. C'est un fiasco. Oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. on a une Russie infiniment plus forte qu'il y a 3 ans. On a une Russie infiniment plus stable. Et quand on parle à des gens qui rentrent de Russie, ils n'ont pas l'impression de rentrer ni d'une dictature, ni d'un pays sous-développé, ni d'un pays où le pouvoir... On est quand même avec un pays qui continue à éliminer ses opposants et qui a une forme... bien sûr. Voilà, Non, mais je dis pas que on reste quand même dans une oligarchie assez marquée, et voilà. Mais que peut-on y faire ? Non, mais bien sûr, c'est la nature du pouvoir là-bas, et on ne va pas revenir dessus. Il y a plein de pays... Et ça l'était avant, et ça le sera après la guerre en Ukraine. Voilà. Donc c'est parce qu'on a idéologisé tout ça, parce qu'on a diabolisé à outrance... Mais vous savez, régulièrement, sur la question de la Russie, je vois... Arnaud Klarsfeld répond souvent là-dessus quand il est interviewé, c'est que Poutine n'est pas Hitler. Voilà. Bah non. Non, mais en expliquant que Hitler représentait un danger pour l'ensemble de la planète, la Russie d'aujourd'hui ne représente pas un danger. Or, le problème, c'est qu'on est dans cette démonisation. Et donc, voilà, quand Emmanuel Macron, notre président, utilise le terme « menace existentielle », là, il y a quand même quelque chose au niveau des éléments de langage qui tente à évidemment montrer que si on ne se défend pas, on meurt. Voilà. C'est ça, voilà. Mais d'abord, c'est absolument complètement faux. Deuxièmement, et là, c'est là qu'on voit qu'on est sous une chape de plomb informationnelle qui est quand même terrifiante, parce qu'il suffit d'écouter les responsables russes. Le problème, c'est que quand on écoute les responsables russes, on vous dit « mais vous relayez la propagande russe ». Oui. Le problème, c'est qu'ils disent quand même un certain nombre de choses très claires, très simples, très factuelles, très basiques, très pragmatiques et assez peu contestables. Et quand ils expliquent que l'Europe n'est pas leur sujet, attaquer les forces de l'OTAN n'est pas leur sujet,
Prendre toute l'Ukraine n'était pas leur sujet non plus. Pas du tout, sinon ils ne seraient pas entrés en Ukraine avec 100 000 hommes ou avec 130 000 hommes ou avec... bon, vous voyez. Donc, on est malheureusement trop loin du réel, on est trop déconnecté des faits, on est trop bercé de notre propre propagande à nous. Et en fait, on ne veut pas perdre la face. Et donc, finalement, le mouvement de Trump, au lieu d'être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire une super opportunité en termes de stabilité sur le fond des sujets, c'est pris comme une occasion, un prétexte pour finalement nourrir des ambitions personnelles, politiques, personnelles, domestiques, à l'échelle européenne. On est dans une panique, on est dans une asphyxie, on essaie de réagir en sortant soi-disant par le haut, mais on oublie qu'effectivement, en Europe, il y a aussi des réalistes. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont un tout petit peu plus lucides que nous. Et effectivement, les Italiens en sont, les Hongrois depuis longtemps, mais ça, c'est un... La Hongrie est clairement un des États pivots, enfin importants du point de vue américain en Europe, parce que c'est un État qui est réaliste. Et on ne peut pas reprocher à Viktor Orban de connaître la Russie, ou de ne pas connaître la Russie plutôt. Les Hongrois la connaissent. Oui, mais lui aussi, parce que lui, quand il était jeune, il était un des premiers chefs des étudiants. Voilà, il a été arrêté, bien sûr, il a eu 88. plein de problèmes, etc. Bon. Donc, il sait de quoi il parle, il est lucide, il est concret, il est pragmatique. Voilà, et c'est ça qui nous gêne, parce que nous, on adore vivre dans nos illusions, on adore vivre dans nos utopies, on adore raconter n'importe quoi aux peuples européens pour leur faire avaler des vessies et des lanternes, soyons généreux. Et tout ça permet à une certaine élite européenne, entre guillemets, de survivre et de se trouver une justification à son agenda, qui n'est même pas caché, qui est clair, qui est un agenda complètement fédéraliste, qui est un agenda de dilution des États. Or là, il y a clairement de la résistance, là aussi interne, qui trouve un point d'appui avec la nouvelle administration américaine, auprès de la nouvelle administration américaine. Donc, c'est pour ça que tout ce grand plan Van der Leyen, effectivement, avec l'argent magique, etc., enfin, les futures dettes, comme on a l'impression de revenir à l'époque Covid. Voilà. Tout ça... je ne pense pas que ça traumatise tant que ça les Américains, mais je pense que les Européens, et singulièrement les Français, sont en train de se dire, voilà, c'est peut-être comme ça qu'on va pouvoir revenir dans un jeu qui nous échappe totalement. Totalement. Et notamment au plan d'une négociation. Et là, je ne sais pas ce que vont décider les négociateurs américains, enfin les grands subordonnés de Trump et lui-même. Parce qu'on est capable aussi de tout faire foirer. Je veux dire, on adore ça. Sur Emmanuel Macron, est-ce que vous pensez que cette boulimie de présence à l'international... J'ai deux explications, mais est-ce que c'est dû soit au fait que Trump a un tel rythme, il y a un tel rouleau compresseur de Trump, où le président américain commente tout ce qu'il fait. D'ailleurs, parfois, sans filtre, on arrive à savoir son état de pensée. Ça doit bloquer avec les Russes. Paf, il menace de sanctions. Donc on sent bien que la négociation n'est pas encore complètement... Bref, on arrive à le deviner, à le lire. Mais on a l'impression qu'Emmanuel Macron fait ça pour exister face à Trump, ou est-ce que vous pensez tout simplement parce que c'est un président qui, depuis la dissolution, n'a plus finalement de prise réelle avec le gouvernement, avec la France, et que du coup, il se refait une virginité sur le domaine réservé, la défense et l'international, quoi. Les deux, mon général. Voilà. C'est une tentation, évidemment. Le domaine réservé, c'est le domaine réservé. Plus les ambitions de devenir chef de l'Europe aussi. Voilà, donc il est opportuniste en politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une occasion en or, d'une certaine manière. Vu de son point de vue, si vous voulez, si on essaie de se mettre à la place, voilà, c'est l'occasion de prendre le mort aux dents et de se transformer en chef de guerre et de parler de mutualiser la force de frappe française. Il l'avait déjà fait en 2017, souvenez-vous, cette campagne. C'est une vieille idée. Ouais, mais il l'a redit après, je ne sais plus quand, mais
il en parle régulièrement. C'est quelque chose qu'il a en tête parce que pour lui, c'est logique puisque l'Europe, c'est finalement le bon format pour la France. Plutôt la France diluée dans l'Europe. Voilà. L'optimisation de nos atouts résiduels de puissance et d'influence. Moi, je pense qu'on aurait pu optimiser infiniment mieux, mais bon. On a les hommes d'État qu'on mérite. Voilà. Non, j'espère non. Enfin, pas qu'on mérite, mais qu'on... Voilà.